Salut les calibrés, je me permets une petite intrusion sur la chaîne pour faire une petite mise au point, car comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte, nous n'avons pas posté sur cette chaîne YouTube depuis un petit moment. À vrai dire, l'atelier du calibre a subi pas mal de changements ces derniers temps, mais je vous rassure, c'est vraiment pour le mieux, car on est en train de se professionnaliser de plus en plus afin de vous offrir toujours le meilleur service possible. Tout d'abord, malheureusement, Thomas n'avait plus tellement de temps à consacrer au projet. Victime de notre succès, on a été, je dois bien l'avouer, plutôt débordés. Et en fait, tout simplement, nous, à la base, on pensait réellement vendre des montres et pourquoi pas proposer des révisions et des restaurations. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les révisions et restaurations ont été beaucoup plus nombreuses que ce à quoi on s'attendait. Alors, forcément, c'est super, c'est génial, ça veut dire que ça marche. Mais il y a eu deux effets un petit peu plus négatifs, si je peux me permettre de parler ainsi, parce que bien sûr, ça reste que du positif. Le premier, c'est que nous avions plus trop le temps, nous de notre côté, pour bosser sur nos propres montres que l'on souhaitait vendre. Du coup, le stock commençait à s'accumuler et ça ralentissait un peu tout. Et le second, c'est plus de votre côté, pour les révisions et les restaurations, pour vous, ça devenait de plus en plus long en termes de délai. Et on commençait même à devoir refuser certaines révisions parce que tout simplement, sinon les dates étaient beaucoup trop éloignées. Thomas le disait d'ailleurs régulièrement dans ses vidéos, c'était avant tout un passionné. Il s'est formé en autodidacte sur le tard, mais il avait quand même un boulot à côté, il avait une vie de famille à côté et il avait également ses propres projets hors lot, en solo, à côté. Et ça devenait de plus en plus compliqué en fait pour lui pour pouvoir se dégager du temps. De ce fait, j'ai donc dû trouver un autre horloger qui avait forcément l'envie de travailler avec nous et de partager sa passion. Et après plusieurs entretiens, j'ai trouvé que Julien était probablement la meilleure personne, en tout cas pour ce job. Il est jeune et il vient de finir ses études, ce qui est donc bien parce qu'il est ultra motivé et encore tout plein de fougue. Il est qualifié, il a un double diplôme, à la fois un CAP et à la fois un BMA qui est donc le brevet des métiers d'art. Il a aussi un CQP, spécialisation dans les montres à complications et SAV. Il a aussi d'ailleurs reçu le deuxième prix du mérite de Jaeger-LeCoultre et a travaillé pour des marques de renom. Je pense par exemple à Cartier ou à IWC qui font partie du groupe Richemont. Il a aussi bossé chez des horlogers indépendants. Et en plus, c'est un grand fan de vintage. On a donc beaucoup de chance de l'avoir trouvé et il a rejoint l'atelier du calibre à temps plein. Je vais même d'ailleurs aller plus loin, car non seulement il est à temps plein, mais il est d'ailleurs maintenant associé. Parce que oui, dans notre démarche justement de mieux en mieux se professionnaliser et de vous proposer toujours un meilleur service, on a créé une nouvelle société complètement à part pour cette nouvelle activité qui s'appelle Atelier du Calibre. Nous avons commencé à travailler ensemble il y a quelques mois déjà, mais nous n'avions pas pu l'annoncer officiellement sur YouTube car entre les papiers de la création de la société, les clients qui étaient en attente, les nouveaux clients arrivant, etc. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses et c'était très sportif sans compter les vidéos. D'autant plus que lui, Julien, c'est pas un exercice auquel il avait déjà fait. Se filmer à l'établi, c'est quelque chose de complètement nouveau et nous ne voulions pas baisser la qualité de nos vidéos par rapport à ce que l'on vous proposait avant. C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. Bon, c'est sûr, c'est pas encore parfait, mais les vidéos qui vont arriver dans le temps vont s'améliorer dans un futur proche et j'espère en tout cas que cela vous plaira. En théorie, tout devrait être OK maintenant au niveau de la passation, mais si jamais vous avez encore des commandes en cours qui ont eu lieu avec Thomas, n'hésitez pas à nous contacter tout simplement pour qu'on lui fasse remonter parce que Thomas nous a bien sûr confirmé qu'il terminera toutes les commandes et les demandes qu'il avait acceptées. On lui souhaite en tout cas bonne chance pour la suite et d'ailleurs, vous devriez le retrouver plutôt prochainement sur la chaîne secondaire Montre ton calibre pour qu'il nous présente sa Christopher Ward C1 Bel Canto. D'ailleurs, en parlant de MTC, on a aussi créé une nouvelle chaîne YouTube, c'est Montre ta Vintage. Merci Eric pour le nom. Ce sera le même principe en fait que Montre ton calibre, sauf que ici, on ne parlera que exclusivement de montres vintage. Je pense que la plupart du temps, ce sera des montres que l'on vendra sur notre site internet
atelierducalibre.com. Mais comme on a la chance d'avoir de très belles pièces sur notre atelier, sur notre établi à l'atelier, il se peut que parfois on demande aux clients si on peut emprunter leurs pièces pour faire aussi d'autres vidéos parce que ce serait dommage de ne pas partager certaines pièces qui passent entre nos mains. C'est tout pour moi. En tout cas, je tenais vraiment à faire cette petite clarification avec vous afin que tout soit vraiment transparent et nickel. Et je compte sur vous surtout pour accueillir Julien de la meilleure manière possible parce que c'est toujours un nouvel exercice de faire des vidéos. En tout cas, merci vraiment de votre confiance et de votre compréhension. J'en ai déjà parlé avec pas mal de personnes, que ce soit par mail ou par téléphone. Tout le monde a été très compréhensif et c'est génial. Merci encore et je vous souhaite vraiment un bon visionnage sur cette première vidéo de Julien. Ciao les calibrés. Eh bien, merci beaucoup Théo pour cette super présentation. Je ne vais pas plus m'éterniser parce que vous n'êtes pas là pour entendre du blabla, mais bien pour voir des montres se refaire une beauté. Alors c'est parti avec cette superbe Seiko World Time GMT, quatrième du nom. Cette montre embarque donc avec elle un calibre 611 7B. Donc la voici sans son bracelet. Voilà, donc prête à être démontée. Alors quatrième du nom parce que tout simplement c'est la quatrième World Time que Seiko a sortie. Voilà. Donc elle a été produite entre 1969 et 1976. Et si vous voulez plus d'indications sur tout ce qui est spécification de la montre, j'ai fait un montre-ton vintage sur cette montre avant de la réviser. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Alors c'est une montre qui vient d'un client de l'atelier du calibre. Je lui ai demandé tout simplement si je pouvais réaliser une vidéo dessus. Il m'a dit oui. Donc voici la vidéo. Nous pouvons voir l'aiguille de GMT. Donc il n'y a pas de remontage manuel sur cette montre, hein. C'est que de l'automatique, comme Seiko sait bien le faire. Car la position 0, c'est pour tourner le disque de GMT avec toutes les villes dessus. Et il y a seulement donc la date rapide et la mise à l'heure. Donc nous allons commencer par ouvrir le boîtier. Voilà, moi j'utilise une balle en caoutchouc. C'est vraiment très pratique. On peut pas tout ouvrir avec, mais quand la montre n'est pas trop rouillée ou on peut facilement l'ouvrir. Donc une première vue sur le mouvement. Nous pouvons voir le balancier qui oscille correctement. Donc ça c'est vraiment bon signe, hein. Et une masse libre qui ne semble pas toucher les rebords. Donc on enlève la tige. Là on voit qu'il y a un petit souci quand même dessus. Un petit souci de rouille, ça se nettoie. Ensuite, le cercle d'emboîtage, qui est composé d'un petit ressort en fait, qui vient après faire appui. Et voilà, on le range bien. Hop là, j'enlève directement la masse dans la boîte. Ça va être beaucoup plus pratique après, car sinon, le mouvement se met à tourner tout seul quand on enlève et ça, c'est pas vraiment pratique, on va dire. Donc je préfère enlever directement. Là, le mouvement est maintenu, donc ça pose pas de problème. Et comme ça, on a juste, hop là, à renverser le mouvement. Et voilà. Et là, il tourne pas dans tous les sens.
Donc on peut voir l'état du disque, donc du réo qui sert également de réo, hein. Et là on peut voir que il y a des traces de rouille. Surtout sur des dents en plastique comme ça peut vite virer au drame. Car peut-être que là on voit pas, mais déjà il manque un peu des quelques dents. C'est pas dramatique, hein, mais, mais des dents qui sont un peu abîmées. Donc on va venir plus tard nettoyer ce réo. Donc je réinstalle la tige directement et on enlève les aiguilles. Moi je fais direct au lève-aiguille. Là ça a coupé parce que la prise de vue était pas très bonne. Mais voilà, c'est lève-aiguille pour toutes les aiguilles, hein. Donc là on va pouvoir voir l'aiguille de GMT qui est assez particulière sur ce modèle. Car en effet, elle est tordue à 90 un peu. Cela permet en fait qu'elle frôle le cadran jusqu'aux index qui sont rehaussés en fait, pour sûrement affiner le tout. Là, on enlève le cadran avec les vis, donc le vis de maintien qui sont sur le côté. Et évidemment, ce petit cercle qui vient. Voilà, donc très beau cadran. Maintenant, on passe la montre au chronocomparateur. On voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude et que le balancier est déséquilibré. Alors là, ça peut être plusieurs causes en fait, mais on verra ça après la révision, le nettoyage complet. Ce qui est bien, c'est que le point mort reste bon. Mais voilà, donc niveau avance-retard, c'est la folie, hein. Ça passe de tout au tout. Quand le point mort est bon, ça veut dire que le spiral est plat et qu'il ne bouge pas vraiment. Là, on passe à 0,6. Ça devient un peu beaucoup quand même. Donc on va essayer de régler ça. Donc maintenant, on peut partir sur le démontage côté quadrature. Voilà, donc cette roue, c'est la roue de calendrier avec le petit ressort. Donc faire attention à ce petit ressort, hein. Voilà, donc là on peut voir un peu les différentes fonctions. Je teste pour voir si tout va bien. Là, on peut voir donc la roue des heures qui est imbriquée dans la roue de GMT. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc voilà, celle qui tourne, il y en a une qui tourne plus vite que l'autre, on peut voir. Donc naturellement, celle qui a le canon le plus gros, qui est la roue de GMT. Donc là, on commence par enlever tout ce qui est un peu risqué, donc tout ce qui est ressort, voilà, qui peut sauter très rapidement.
Donc là, c'est la première fois que je démonte ce calibre. J'ai déjà démonté des calibres similaires Seiko. Donc là, on enlève la roue de calendrier qui est maintenue avec une vis un peu particulière, cette vis. Vous allez voir, c'est vraiment solidaire avec ce plat en fait. Donc là, on voit mieux. Ces trous un peu spécial avec donc plusieurs composants dessus. On voit bien la forme particulière du ressort et de la came qui vient passer donc la date. Voilà. Ensuite, je continue avec la partie du renvoi. Donc là, le renvoi est carrément sur une came parce il n'y a pas de remontage manuel, donc ils ont enlevé quelques pièces et ils ont tout foutu dessus. Je dois avouer que personnellement, je suis pas très fan qu'il n'y ait pas de remontage manuel. Et là, donc j'enlève la chaussée. Donc c'est une Bruxelles que j'ai taillée pour les chaussées. Voilà, juste un peu la déclipser en fait, c'est tout. Et après, hop, ça s'enlève très rapidement. Donc là, on retourne le mouvement. Donc je laisse la partie tige de remontoir qui va nous aider donc à manipuler le mouvement et à tester les fonctions. Même si là, voilà, c'est moins utile parce que donc il n'y a pas de remontage manuel. On enlève le bloc. Déjà, on enlève les vis pour ensuite enlever le bloc automatique qui est franchement assez simple. Parfois, il y a deux inverseurs, tout ça. Là, il n'y a qu'une seule roue qui joue l'inverseur. Avec un espèce de ressort. Voilà qu'on voit bien en fait, ça vient de faire quand ça tourne, vu que c'est décentré, vous allez le voir plus tard, ça vient appuyer d'un côté ou de l'autre et ça vient changer le sens de la roue en fait, tout simplement. Donc là pour désarmer, c'est assez risqué, donc encore une fois, il n'y a pas de remontage manuel, donc je suis obligé de désarmer à la main. Voilà, j'ai réussi un peu à capturer ce passage. Voilà. Donc ça c'est assez risqué de faire ça, hein. Tout le monde à tout moment, le coup de tournevis part. Et là, paf, ça même dans le barillet, ça peut faire des dégâts. Donc là, on enlève doucement le balancier. Voilà, avec le coq. On va directement retourner pour pas abîmer l'axe. Voilà. Donc là, on voit qu'il est quand même en bon état. Pas besoin de faire de retouches.
On peut voir que tout est sur un même pont. Donc il n'y a pas de pont de barillet, pont de rouage ou quoi que ce soit. Vraiment tout est sur le même pont. Et nous pouvons voir aussi que certains mobiles n'ont pas de rubis, d'ailleurs, ce qui est un peu dommage quand même pour une montre avec un GMT et tout ça. Mais j'ai vérifié et il n'y a pas d'ovalisation des rubis en acier, on va dire ça. Donc on enlève le pont d'encre, les vis. Et l'encre. Voilà, donc on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de gomme laque dessus. Bon, je vais pas en rajouter parce que là, ça va, c'est pas non plus catastrophique. On va pas se lancer dans un achevage. On verra ça pour une prochaine fois. Donc voilà, on enlève hop, les vis de l'unique pont en fait. Sans compter celui de... Voilà, donc là on peut voir que c'est pas des rubis. Les rubis justement c'est fait pour limiter pour limiter les frottements. Voilà. Et aussi ça use moins. Donc là on peut voir que c'est un peu sale. On peut également voir le stop seconde qui passe en dessous des roues et qui vient directement appuyer contre le balancier quand on l'actionne. Donc on enlève hop, la roue de seconde centrale. Donc là on peut voir que tout de même un pont, donc le barillet. Et on peut enlever directement la roue d'échappement. J'ai voulu l'enlever avant d'enlever le pont parce qu'on sait jamais. Tout le monde, le pont il se penche et il peut. Et en plus, comme ça, hop, on peut passer par là. Et voilà. Plus rien dessus. Maintenant, on peut s'occuper de la partie mise à l'heure. On va tout enlever, hein. Évidemment, quand je démonte, je vérifie à chaque fois que tout fonctionne. Par exemple, le plat déroule ou le partagement, les ébats de l'encre avec le balancier. Fais attention au ressort. Voilà, donc il ne reste plus qu'à enlever la tirette. Hop. Ouais, j'enlève d'une drôle de façon là, j'avoue.
sais pas pourquoi je l'ai enlevé à l'envers, bon, c'est pas très grave. Et la pouf, le pignon coulant. Donc là, il n'y a pas de... Donc il y a une seule denture, hein, parce qu'il n'y a pas de pignon de remontoir. Ensuite, on remet le balancier, car la montre va passer à la machine. Donc moi, j'utilise une RM90 de chez Elma. C'est un vieux modèle, mais toujours aussi efficace, hein. Et dedans, je mets du WF et de l'essence. On verra plus tard si vous êtes intéressé. Où est-ce que je mets les produits. Donc voilà. Vérifie que ce soit bien serré pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises à la sortie de la machine. Et je vais également enlever les contre-pivots. Parce qu'en fait, il faut les faire tourner. Faire tourner la lyre. Elle n'est pas intégrée donc au l'outil. Là, désolé, il y a mes cheveux. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai pas réussi à bien capturer sans mes cheveux. Faudrait que je m'achète une casquette peut-être. Mais voilà, on voit un peu comment on le fait tourner. Parce que j'ai pas l'outil adapté pour ces kiffs-là. Ça se fait très bien, ça se fait très bien avec une Bruxelles et un maintien. Fais attention à pas les perdre parce que ça saute vite quand même. Et hop, on met tout ça dans le petit panier. Et là, on va ouvrir le barillet, faisant bien attention de mettre le doigt dessus pour pas que ça saute dans tous les sens. Ensuite, on peut l'ouvrir. Voilà. Donc, on voit bien là où ça frotte, hein. Là, voilà, il y a un peu du dégât. Donc, on va bien nettoyer. On voit qu'il est un peu noir. On va changer le ressort, hein. Le client a demandé qu'on change le ressort. Ça, c'est toujours, on propose, hein, généralement. À part si vraiment on voit que l'amplitude est très très bonne. Mais généralement, on change. Voilà, on va juste le faire passer de doigt en doigt. Et là, hop, petit nettoyage de la tige de remontoir. Voilà, donc de retour sur le barillet. Donc on voit qu'il a été bien nettoyé. Et en fait, là, je le monte à vide, tout simplement pour vérifier le jeu du barillet. Le jeu latéral et axial. C'est très simple pour voir le jeu axial, c'est... Voilà, on le prend sur une Bruxelles. Et on va venir en fait le pousser de chaque côté pour voir s'il y a assez de jeu. On va pas rentrer dans les détails, mais faut pas qu'il y ait un jeu énorme, quoi, mais qu'il soit assez libre. On dit libre sans jeu en fait, mais ouais, c'est surtout ça là, libre sans jeu. Donc là on voit que c'est correct. Ça c'est donc le jeu latéral.
Souvent, on peut tester avec sa poire. On le prend donc dans la Bruxelles, on met sa poire et s'il tourne, c'est bon. Et qu'on voit pas de jeu. Et voilà. Donc là, on voit que ça va, il n'y a pas de retouche à faire là-dessus. Ensuite, donc comme c'est un mouvement automatique, nous mettons de la graisse. Donc moi, je mets de la graphite sur les flancs. Et donc de la 1300 au fond. Et en fait, le but, c'est qu'il faut pas qu'elles se mélangent, ces graisses-là. Sinon, ça fait de la pâtée, c'est pas bon. Surtout avec la graphite. Voilà, donc là, on peut voir que la graphite a fait un peu des boules. Et après, je vais l'étaler pour pas que ça fasse... pas qu'elle aille en dessous. Donc voilà, je mets bien de la graisse. Parce qu'on voit déjà que ça a bien été rongé quand même. Ensuite, hop, le ressort neuf. Là, il faut bien voir un peu où est la fin pour commencer. Parce que c'est comme ça qu'après, sinon, il s'envole. Et là, c'est la cata. On remet l'ex barillet. Là, j'écarte un peu l'œil du ressort. Parce que sinon, ça rentre pas. Et voilà. Une fois que c'est bien mis, donc là il n'est pas encore clipsé, je viens graisser en fait le trou. Ensuite, évidemment le couvercle. Donc encore de la 1300 hein, sur le couvercle. Sans oublier aussi le trou. Et hop, on se sert du ferme barillet. Barrel closer pour les anglophones. Souvent appelé comme ça d'ailleurs. On enlève le balancier. Donc là, je renettoie en fait les rubis de la platine et des ponts. Parce que le lavage, des fois, ça laisse quand même quelques traces. Ça fait des petites auréoles en fait sur les rubis, donc je préfère tout nettoyer après passer un coup encore à l'essence. Au moins, on est sûr et certain de la propreté. Donc c'est de l'essence C, hein. Comme ça, elle ne laisse pas de pellicule dessus. C'est compliqué à trouver dans le commerce. Moi, personnellement, je la commande en ligne, hein. Si vous avez un commerce qui envoie à côté de chez vous, vous avez de la chance. Et voilà, ensuite, un petit coup de poire.
Et voilà, toute propre. Et maintenant, on la remet sur le porte-mouvement. On essaye de bien la positionner. On va passer les pièces qu'ils ont besoin au fixo drop, donc c'est de l'épilame. Donc il faut faire assez vite parce que ça s'évapore très 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 vite. Et ça coûte relativement cher. Donc voilà, donc on peut mettre plusieurs pièces dedans. Moi je mets un peu le maximum que je peux mettre. Parce que vraiment c'est vraiment pratique hein, l'épilame, même la tige de remontoir. Faut bien que les huiles restent dessus. Donc bascule, frein de tirette, tirette. Voilà, ensuite je mets tout ça sur du papier à cigarette en fait, tout simplement. Parce qu'ils vendent hein, des papiers spéciaux pour fixo drop, mais c'est exactement le même papier. Donc, tac, la roue d'échappement. Et pièce un peu spéciale, l'encre. Et oui, je ne l'ai pas oublié, vous en faites pas. Sauf que l'encre, elle a une particularité. Faut pas huiler. Enfin, faut pas épilamer, pardon. Le dard ni l'axe, si possible. Donc on vient juste vraiment en mettre sur les palettes. Voilà. Et on referme le tout. On met les pièces. On commence par la mise à l'heure. Pignon coulant. Tige de remontoir. On vérifie si ça coince pas. Alors moi la tige de remontoir, je la huile à la fin. Parce qu'on va être amené à l'enlever, puis la réenlever. Donc après ça, j'aime pas trop, donc je la huile tout à la fin. Même au moment de l'emboîtage parfois. Pas oublier, c'est tout. Là, la bascule. Faut huiler donc le point. Tout le huilage, c'est donc de la 1300 là. Sauf les endroits où il y a vraiment où c'est deux pièces qui se touchent. Par exemple, entre les ressorts ou surtout les ressorts en fait. Genre voilà, là, entre le ressort et la bascule, on va huiler le point de friction. Mais avec, enfin, huiler, plutôt de la graisse. Avec de la 9504, pardon. Donc c'est de la graisse blanche. Ou elle existe en bleu aussi, mais c'est plus pour apprendre, hein, la bleue. Voilà, donc ensuite, je mets directement le frein de tirette pour fixer le tout. Pour sécuriser en fait. Voilà, je vise bien. Les vis, il faut les visser suffisamment fort pour ne pas qu'elles se desserrent avec tout ce qui est donc vibration, choc. Mais faut pas non plus trop les serrer, sinon elles cassent. Surtout les vis avec des grosses têtes comme ça a tendance à souvent casser quand on vise trop. Dans les grandes manufactures, on utilise des tournevis dynamométriques. Et encore, des fois, ils fonctionnent pas. Donc là, voilà, je vide. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est la 9504. Elle est blanche, c'est la graisse. Et là, hop, on voit si ça accroche ou pas. Voilà.
On enchaîne avec la roue de centre. Donc j'ai huilé à la 1300 le trou de la roue de centre. Et ainsi que le pont, je l'huile avant. Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas comme sur les rubis où il y a une petite réserve. Ça j'aime bien le faire avant de mettre la roue. Voilà. Puis de toute façon elle bouge pas, donc on n'aura pas à l'enlever. Voilà. La roue d'échappement. Je vais glisser. Le gros barillet. Vous allez me dire, j'ai oublié quelque chose. Oui, oui, j'ai oublié quelque chose. Faut pas l'oublier. Même si la montre, elle fonctionne sans, quand même des fonctions qui n'ont pas fonctionné. Voilà, en fait, c'est simplement le stop seconde. Oh merde. Voilà. Ça, souvent, c'est une pièce, si on n'y pense pas, hop, on monte toute la montre et là on se rend compte, ah, au moment de faire l'aiguillage, ah, bah, pourquoi elle s'arrête pas la montre? Oui, bah oui. Allez, c'est parti pour tout redémonter. Pour juste le stop seconde, vraiment là, ouais, je pense que c'est arrivé à tout le monde qui a commencé l'horlogerie. Même des fois, on a la tête ailleurs, mais bon, c'est pour ça qu'il y a un rangement dans les pièces qu'il faut respecter. Surtout que là, voilà, donc c'est une montre assez simple, il y a pas 10 000 pièces, mais dès qu'on passe sur un chrono ou sur quelque chose avec plus de complications, il faut vraiment être organisé dans son rangement. Donc là, c'est pareil, hein, tout ce qui est voilà, trou, je huile avant, je préfère. C'est vrai que ce qui est un peu compliqué, c'est les ponts comme ça où il y a vraiment un seul pont. C'est compliqué à chaque fois que tout rentre pile d'un coup. Et ça, une fois qu'on a l'habitude, c'est pas trop compliqué. Donc là, on va venir visser le rocher. On va venir bloquer donc ensuite donc l'encre. On va venir poser. Voilà. J'aime assez bien ces gros plans là. Je suis assez content. On va voir, ouais, il y a un petit poil qui s'est filtré. Donc ça, voilà, donc ça. C'est des gros poils comme ça, on les voit et on les enlève, hein. Ça arrive. Faut pas les laisser, c'est tout. Et voilà. L'encre est installée. On n'a plus qu'à visser les vis de maintien. Ensuite, le cliquet. En fait, c'est vraiment très simple, hein. C'est vraiment un ressort qui sert de cliquet. Et évidemment, le balancier, tout le bloc là, du balancier. Voilà, donc là, le point négatif, en fait, quand on enlève les contre-pivots, c'est qu'après, on voit pas qu'ils tombent bien. Mais on voit que c'est libre en testant, donc ça va. Et là, vous allez voir, dès que je vais visser, hop, ça monte. Et on voit que ça fonctionne malgré l'absence de contre-pivot. En parlant des contre-pivots, hop. Là, c'est pas grave s'ils sont mélangés parce que donc c'est les mêmes, hein, ils font le même diamètre. Même quand c'est pas le même diamètre, c'est pas très grave parce que donc il y a toujours un bloc qui est plus gros, un autre qui est plus petit. Donc on les reconnaît, hein. Et là, je montre en fait
la quantité d'huile du picule automatique, parce que donc, je fais ça au picule automatique. Et en fait, on teste l'huile sur son doigt, sur son ongle normalement. Là, comme j'ai des doigtiers, je fais ça directement sur le doigtier. D'ailleurs, ça se change hein, souvent les doigtiers, faut pas traîner toute la journée avec. Parce que sinon, ça n'a aucune utilité en fait. Donc là, on remet la lyre. Donc là, on voit bien l'encoche en fait. Voilà, donc on fait passer les petits ergots dans l'encoche et on fait tourner. Et après, on aligne le tout. Et voilà, donc ça maintient et ça protège. Ça fait office de ressort hein, quand on fait tomber la montre. Très belle invention. La prochaine fois, je vous expliquerai aussi comment on peut bien être sûr que sa goutte soit bonne. Ça peut être utile si vous en faites quelques-uns chez vous. On se retrouve au bino, tout simplement pour le huilage de l'encre. Parce que peut-être certains ont vu, oui, je ne huile pas l'encre directement quand je pose l'encre. Je fais du huilage semi-dynamique, en fait, ça s'appelle. Là, c'est pratique, il y a un stop seconde, donc le mouvement s'arrête. Mais cela consiste à venir déposer une goutte d'huile. Donc, c'est de la 9415. Moi, j'utilise ça. Je sais que certains ils sont plus. Ouais, moi, je mets de la 9010 parce que la 9415, elle est trop épaisse. Voilà. Bon, là, j'ai décidé de mettre la 9415 sur une plus petite, plus petit calibre, peut-être. Mettre de la 9010, tout ce qui est calibre dame, voilà. Mais sur ça, c'est très bien la 9415. Surtout avec les pilames, ça marche très bien. Et en fait, je pose une petite goutte d'huile, une à une, sur des dents de route d'échappement. Et ça va permettre d'avoir un huilage vraiment très 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 propre. Et avec donc l'épilamme, ça va se mettre sur l'encre. Et donc là, ensuite, je fais du rétroéclairage pour justement voir si les doses d'huile que j'ai mis sont bonnes. Ouais, vraiment pratique le rétroéclairage aussi. Et voilà, vraiment travailler à la bino, c'est un vrai plaisir. Le résultat après la révision. Donc on peut voir qu'on a beaucoup augmenté l'amplitude, notamment je pense c'est évidemment avec le changement du ressort de barillet. Et donc on peut voir qu'on a une avance retard donc de moins 27. Donc parce que là j'ai pas touché hein, au réglage. Et regardez, hop, en position tige à 6 heures, on peut voir qu'elle prend beaucoup d'avance. Parce qu'on passe de moins 27 à plus ou moins 1. Et ça, souvent, donc c'est dû au déséquilibrage du balancier. Donc d'abord, on regarde si les goupilles sont bonnes, les goupilles de limitation. Donc là, on peut voir justement et confirmer qu'il s'agit bien de déséquilibre, parce que en position opposée, eh bien, on a beaucoup plus de retard. Donc ça veut dire qu'il y a un poids sur le balancier. On va venir rectifier ce poids en fraisant en fait la serge directement
afin de procéder à l'équilibrage. Donc là j'enlève le balancier. Donc d'abord, il faut repérer où est le poids, hein. Donc là, le poids est du côté intérieur. Voilà, donc on peut déjà voir qu'il y a déjà eu quelques rectifications. Voilà, ça c'est des petits coups de fraise en fait. Et voilà, donc moi là j'ai posé sur du Rodico, c'est pour ça qu'il y a un peu de Rodico dessus. On va venir enlever ces traces-là. On repose le balancier. Et voilà le résultat. On a eu une petite baisse d'amplitude, un de bien méchant, parce que donc on a enlevé de la matière, donc l'amplitude baisse. C'est pour cela qu'il ne faut pas se rater, parce que sinon si on enlève trop de matière, qu'on renlève de la matière à côté, après on n'a plus du tout une bonne amplitude. C'est pour ça qu'il faut bien calculer son coût quand on enlève de la matière. Donc là on peut voir vraiment, ça bouge très peu, c'est vraiment dans les tolérances. Après là mon chrono comparateur est un peu long. Voilà, donc ça passe à plus 4. Mais il faut se baser sur les pointillés, hein, quand on travaille dessus, c'est plus simple que d'attendre à chaque fois. Quand ça baisse, c'est qu'il y a du retard. Quand ça monte, c'est qu'il y a de l'avance. Quand les deux lignes sont trop espacées, c'est que le point mort est trop grand. Quand ça s'est rapproché et qu'il n'y a qu'une seule ligne, c'est que le point mort est à 0,0. Voilà. Pour rappel, le point mort, c'est l'alignement entre l'encre et le balancier. La fourchette, hein, plus précisément. Là, voilà, on passe donc au huilage côté quadrature. Tout ce qui est roue de minuterie, calendrier, voilà. Je l'huile avec de la 1300. Le 9010, c'est vraiment pour le rouage qui tourne rapidement et le balancier, les contre-pivots. Sinon, c'est souvent de la 1300, le plus souvent. On remet la chaussée, on clipse bien. Donc là, il n'y a pas besoin de lanternage. Elle fonctionne très bien. La roue de calendrier. Roue de quantième si on veut. Évidemment, de la graisse au niveau donc, du ressort et de la came. Et on visse le tout. Hop là, on remet le ressort. Ce ressort, il a plusieurs fonctions. Tout d'abord, maintenir le disque de date. Également, faire passer de façon plus directe
Pas instantané parce que c'est pas un instantané. On va donc bien placer ce type de pièce parce que souvent c'est là que ça coince parce qu'il y a beaucoup de pièces. Il faut vraiment bien s'assurer que ces pièces-là sont au bon endroit, dans telle position, telle position, telle position. Voilà, la plaque de maintien. Aussi une autre plaque de maintien. Qu'on va venir visser. Donc. Et hop, on pose le calendrier en prenant soin qu'il s'imbrique bien de partout, qu'il n'y ait pas un côté surélevé. Donc pour ça, on le place au niveau du ressort. On pousse le calendrier avec le ressort et on vient, hop là, l'enfoncer dans sous le pont en fait, parce qu'il y a un petit emplacement pour les dents. Voilà. Et ensuite, on met la plaque de maintien. Là, voilà, faut se repérer hein, aux vis, aux différents trous qu'il y a dessus. Et on va venir visser cette plaque. Pour ceux qui se demandent, en fait, là, j'utilise une Bruxelles en céramique avec un embout en céramique. C'est vraiment pratique pour prendre les vis. Les pièces, un peu moins. Donc tout ce qui est pont, voilà, je vais pas les prendre avec. Par contre, pour tout ce qui est vis, c'est incroyable. Ouais, si vous voulez peut-être du détail sur mon matériel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Je suis plus actif que sur d'autres réseaux. Si vous avez toute question sur le village, peu importe, hein, je serai ravi de vous répondre. Donc là, voilà, pour le village de la chaussée, j'essaie de faire un plan un peu qui explique bien. Donc pas là, pas au milieu. Et voilà, on essaye de huiler les parties en fait qui rentrent en contact avec la roue des heures en fait. Donc là, ça va être plutôt une roue de GMT, mais c'est pareil. Donc voilà, donc vraiment les parties qui rentrent en contact. Donc là, on a mis la roue de GMT. Non, roue des heures, pardon. Et là, la roue de GMT, voilà. On vérifie que tout semble fonctionner.
Voilà, on teste les fonctions. Note rapide. Là, ce que j'ai pas fait, là, c'est huiler les dents du calendrier. Donc on va venir le faire. Ça passera beaucoup mieux. Pareil, hein, de 1300 la graisse. Voilà, j'huile directement sur le ressort, comme ça fait 2 en 1. On fait passer quelques dents, entre 5 et 10 par exemple. Et on vient remettre un petit coup, encore quelques dents. Ça 3 fois, il n'y a pas des... Bon, là je vois si ça accroche. Ça suffit. On passe maintenant au remontage du système auto. Alors, donc là on peut voir que le roulement est décentré. Tout simplement, donc c'est pour le ressort en fait qui, suivant le sens où il tourne, fasse tourner la roue du bon sens ou pas. Voilà. Vous allez mieux comprendre une fois que tout sera installé. Donc là je huile cette partie-là. Le roulement aussi, hein, on peut mettre de la graisse aussi. Voilà, un petit poil. Faut être à l'affût, hein, de ce genre de choses. Là, par exemple, ça pourrait pu entraîner une panne, hein. Il rentre dans le roulement, ça fait de la saleté. Donc, faut vraiment faire attention et être à l'affût de ce type de poil. C'est vrai que l'atelier ne peut pas toujours être tout nickel, hein. Il y a toujours des endroits où il y a la poussière. Donc là, on voit que, voilà, en fait, il y a le crochet qui vient. Quand ça tourne d'un côté, voilà, ça laisse passer, et qu'après, quand ça tourne de l'autre, ça laisse pas passer. Juste, on vient revisser le tout et poser sur le mouvement. Voilà, donc faut faire un peu tourner, hein, pour bien que ça soit clipsé. On fait un peu tourner, voilà. Et ensuite, ça se clipse. Et dès qu'on entend un clac, c'est bon. Et voilà ce que donne le mouvement monté. Ensuite, on peut desserrer les vis de maintien du cadran. Parce que oui, il faut les serrer, hein, quand on nettoie la montre. Voilà, j'ai oublié de le préciser, mais faut serrer ces vis parce que c'est une horreur, hein, si elles s'enlèvent. Là encore, ça va, elles sont assez grosses, mais des fois, c'est toutes petites vis, donc il faut un outil spécial pour les revisser. Donc, bien faire attention à revisser ces vis-là. Ensuite, on pose le cadran. Donc là, on peut voir que j'ai trop l'habitude d'avoir la tige à 3 heures. Voilà. On revise directement.
n'ai pas oublié hein, de mettre le cercle qui va sous le cadran. En fait, c'est fait pour pas que le disque il se prenne dans le cadran tout simplement et pour que les jours puissent, enfin la date puisse passer, tout simplement. C'est pour avoir une épaisseur supplémentaire. Voilà, bien serré. Et voici le cadran installé. Donc là, on teste un peu les fonctions. Si ça passe avec le cadran. C'est important parce que des fois on met le cadran et ça passe pas. C'est parfait. On va pouvoir procéder à l'aiguillage. Donc, tout d'abord, l'aiguille de GMT qui se met vraiment donc à fleur hein, du cadran. Faut pas hésiter, c'est fait pour ça. Donc, faut faire attention à bien la positionner. Elle se met pas sur mini pile, elle se met à 1 heure. Ensuite, avant de poser les autres aiguilles, voilà, je l'illustre un petit peu avec un cabron de peau. Là, on peut voir qu'elle est un peu sale. J'ai pas mis une fois nettoyée. Voilà, on les voit un peu plus. Donc là, on peut voir que l'aiguille de minute n'est pas encore chassée. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est chassé. J'aime beaucoup vraiment cette aiguille de GMT qui permet donc non seulement d'être plus grande, mais aussi donc de faire passer l'aiguille des heures au-dessus. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, on voit qu'elle passe dans les tolérances. Bon, 5+5, c'est parfait. On donne un petit coup de polish sur l'aiguille des secondes. Là, c'est pratique parce que le canon permet de maintenir l'aiguille. Donc là, on peut passer vraiment de partout facilement. Ensuite, donc, on vient la poser au pose-aiguille. Vérifier donc que tout soit bien droit, y compris la queue. On oublie souvent la queue de l'aiguille. Et c'est important, il faut bien qu'elle soit droite aussi. Nous passons donc au polissage. Voilà, donc nous commençons avec une pâte grise. Et ensuite, nous passons à la bleue. Voilà, donc pâte grise, c'est vraiment pour les grosses rayures et faire un premier passage. Et la pâte bleue pour les finitions. Donc là, je vais polir la boîte, le réo et aussi le verre. Le verre, donc c'est du plexi qu'on peut donc polir. Je polis avec de la pâte bleue. Et c'est important de ne pas utiliser aussi la pâte grise sur le même support que la pâte bleue. C'est important de changer de support. Voilà, donc on essaye de bien épouser les formes pour pas créer d'arrondis. Et nous pouvons ensuite nous occuper
de ce réo qui est bien sale. Ouais, donc là, je passe en accéléré. Et ensuite, nous pouvons donc passer au remontage de la boîte. Donc là, c'est un peu particulier. Il faut mettre le réo dans le verre, puis monter le tout comme un sandwich. Sinon, ça ne passe pas. Si on met le réo, si on s'est tenté évidemment de mettre le réo dans la boîte, en fait non, c'est l'inverse. On vérifie que le verre soit bien propre parce que sinon le chiffon il passe pas hein, entre le réo et le verre. Très important. Et ensuite on vérifie que ce soit libre. Donc si c'est le cas, on peut passer à la pause suivante. Tout simplement, voilà donc. Voilà, donc là en fait il y a un onglet, on appelle ça un onglet. Et il faut vérifier où mettre cet onglet. On va pas le mettre là où il y a une couronne, il y a une corne, par exemple. On va faire en sorte qu'il y ait le minimum de carrure pour pouvoir, par la suite, redéboîter ce cercle d'emboîtage. Et c'est assez pénible à mettre, hein, je vous l'accorde. Parce qu'on ne peut pas utiliser de tasseau parce qu'il y a un verre. Voilà. Donc, donc il faut s'armer de patience et de force. Donc là, nous pouvons remettre le mouvement dans la boîte. En fait, je me sers tout simplement en fait de l'épaisseur pour enlever la tige très simplement. La boîte est au fond. Voilà, on la remet un peu droite. Et voilà, comme ça on n'a pas abîmé l'aiguillage. C'est pour ça que je fais ça directement dans la boîte. Sinon après, des fois, il y a une aiguille qui se tord ou si on le fait ailleurs. Donc si la boîte le permet, hop, c'est plus simple. On enfonce la tige, on teste. Si les fonctions. Et ensuite, on peut réinstaller la masse oscillante. Donc voilà, donc comme pour l'enlever, je la remets directement dans la boîte. Beaucoup plus simple. Hop, on serre bien en la maintenant aussi. Parce que ça faut vraiment bien la serrer. Parce que ça bouge, quoi. Et voilà, nous avons terminé de remonter ce mouvement. On lubrifie les joints. Donc là, c'est un joint plat qui vient rentrer entre. En fait, il y a un petit espace entre et ça vient rentrer dedans. On referme le tout. Et voilà. C'est vrai que ça lui fait du bien ce polissage quand même.
Plus qu'à remettre le bracelet et elle pourra retourner chez son propriétaire. Évidemment, avant, elle passe le test sur le simulateur de portée pour tester donc l'autonomie et la régularité du mouvement. Donc voici un plan portée de la montre. Voilà, j'ai vraiment adoré travailler dessus. Une très très jolie montre, même si c'est vrai que voilà, ce manque du remontage manuel se fait ressentir, que ce soit au quotidien ou même pour une révision, c'est moins pratique. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Dites-moi si vous avez des recommandations pour les prochaines. Je vais certainement ajouter d'autres plans un peu plus éloignés pour voir un peu l'envers du décor sur les révisions. Et évidemment, je suis tout oui si vous avez des conseils ou des questions. Donc j'espère que cette toute première vidéo sur la Seiko World Time GMT vous a plu. Et je vous dis à bientôt les calibrés de l'atelier pour une nouvelle vidéo.